Le millionnaire oblige une vierge de 25 ans à se marier. Elle accepte, sans savoir ce qui l'attend cette nuit-là. La redoutée nuit de noces est enfin arrivée. Mais ce qui s'est passé a tout changé pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la salle d'art, créant un kaléidoscope de couleurs qui dansaient sur les toiles disposées sur les chevalets. Sophie observait avec un sourire mélancolique, tandis que ses élèves de CE2 apportaient les dernières touches à leur peinture. C'était son dernier jour à l'école municipale Arc-en-Ciel, bien que les enfants ne le sachent pas encore. « Maîtresse Sophie, regarde ce que j'ai fait !» s'exclama Marianne, une fillette aux yeux vifs et aux tresses colorées, brandissant fièrement son œuvre. Sur la toile, un dragon violet volait entre des nuages de barbe à papa, portant sur son dos une petite fille qui ressemblait beaucoup à l'artiste elle-même. Sophie s'approcha, sentant son cœur se serrer. « C'est magnifique, Marie. Tu as parfaitement capturé la sensation de liberté dans le vol du dragon. » Ses paroles sonnèrent plus émotives qu'elle ne l'avait prévu, et elle s'éclaircit rapidement la gorge pour le dissimuler. La matinée s'écoula comme un rêve aigre-doux. Sophie se déplaçait entre les tables, admirant les créations uniques de chaque enfant, gravant dans sa mémoire chaque sourire, chaque moment de découverte. À 25 ans, elle avait réussi à construire quelque chose de spécial dans cette école. Les cours d'art n'étaient pas seulement des techniques et des couleurs, ils étaient faits de rêves, d'imagination et de possibilités infinies. En rangeant le matériel dans l'armoire après le dernier cours, ses doigts effleurèrent un cristal d'améthyste qu'elle gardait toujours près des pinceaux. C'était un héritage de sa mère, disparu il y a 15 ans. Le cristal émit une lueur douce à son contact, chose que Sophie attribuait à la lumière du crépuscule, bien qu'une partie d'elle ait toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. « Sophie ?» La voix de son père résonna dans la salle, vide, la faisant sursauter. Richard Mercier était une figure imposante dans son costume impeccable, mais ses yeux portaient une tristesse profonde qu'elle voyait rarement. « Il est l'heure. » Elle acquiesça, avalant le nœud qui se formait dans sa gorge. « J'ai juste besoin d'une minute de plus, papa. » Elle se tourna vers la salle une dernière fois, ses yeux parcourant les murs décorés des œuvres de ses élèves. Chaque dessin, chaque peinture racontait une histoire de croissance et de découverte. « Nous n'avons pas le choix, ma fille, » murmura Richard en s'approchant. Les entreprises Mercier sont au bord de l'effondrement. 600 familles dépendent. De nous, le mariage avec Gabriel Montfort est notre seule issue. Sophie ferma les yeux, sentant le poids de cette responsabilité écraser ses rêves. L'entreprise de sa famille, construite sur des générations, s'enfonçait dans les dettes après une série d'investissements malheureux. Les Montfort, une famille très traditionnelle et mystérieuse, avaient offert une solution, un mariage. Arrangé entre Gabriel, leur héritier, et Sophie. Et s'il y avait un autre moyen, demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour son père. « Il n'y en a pas, répondit-il fermement, bien que sa voix tremble légèrement. Les Montfort sont notre seul espoir. Ils ont les ressources et les connexions nécessaires pour sauver l'entreprise. » Sophie rangea le cristal d'améthyste dans la poche de son chemisier, sentant sa chaleur réconfortante contre sa poitrine. En sortant de la salle de classe, une brise inexplicable agita les rideaux, faisant murmurer les peintures sur les murs des secrets qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Dans le couloir, elle trouva la directrice Hélène, qui l'attendait, les larmes aux yeux. « Tu as transformé cette école, Sophie. Les enfants n'ont jamais eu une professeure qui les comprenne aussi bien. » Sophie étreignit la directrice, s'autorisant un moment de vulnérabilité. « Prenez soin d'eux pour moi, Hélène. Ne les laissez pas cesser de rêver. » En quittant l'école, le ciel arborait une couleur particulière, un dégradé de violet et d'or qui semblait présager des changements. Son père la conduisit jusqu'à la voiture noire qui les attendait, mais avant d'y entrer, Sophie regarda une dernière fois le bâtiment qui avait été son refuge ces 3 dernières années. Une silhouette encapuchonnée observait depuis la fenêtre du 2e étage, mais quand Sophie cligna des yeux, elle avait disparu. Elle attribua cette vision au stress des derniers jours, aux nuits d'insomnie à penser au mariage arrangé qui aurait lieu dans à peine une semaine. Dans la voiture, tandis que les rues familières de sa ville défilèrent par la fenêtre,
Sophie serra le cristal améthyste dans sa poche. L'espace d'un instant, elle aurait juré voir des fils dorés de lumière émaner de ses mains, s'entrelaçant avec l'air autour d'elle. Mais alors son père toucha son épaule, la ramenant à la réalité. Le manoir. Des Montfort nous attend, dit-il doucement. Tu verras, ma fille. Tout arrive pour une raison. Sophie acquiesça en silence, sans savoir que ce n'était pas seulement la fin de sa vie d'enseignante, mais le début d'un voyage qui révélerait des secrets enfouis depuis des générations. Le cristal dans sa poche palpita une fois de plus, comme s'il répondait à un appel ancestral qui commençait tout juste à s'éveiller. Le manoir des Montfort s'élevait comme une forteresse gothique contre le ciel du crépuscule, ses tours, de pierre sombre, semblant toucher les nuages qui se déplaçaient de façon peu naturelle autour de la propriété. Sophie observa à travers la fenêtre de la voiture, tandis qu'il franchissait les immenses portails en fer forgé, décorés de symboles complexes qui semblaient briller d'une lumière propre. Le jardin frontal était un labyrinthe de rosiers, anciens et de statues couvertes de lierre, certaines représentant des figures féminines dans des poses éthérées, leurs expressions figées dans des expressions d'extase ou d'agonie. L'espace d'un instant, Sophie aurait juré avoir vu l'une des statues tourner la tête dans sa direction, mais elle se convainquit que ce n'était qu'un tour de la lumière du crépuscule. « Bienvenue à la maison Montfort », annonça une femme, grande et élégante, qui les attendait en haut de l'escalier de marbre. Théodora Montfort, la matriarche de la famille, émanait une aura d'autorité qui fit involontairement frissonner Sophie. Ses cheveux gris étaient impeccablement arrangés en un chignon sévère, et ses yeux verts possédaient une intensité presque surnaturelle. « Madame Montfort », salua Richard avec une légère révérence, « je vous remercie de votre hospitalité en accueillant ma fille avant le mariage. »« C'est la tradition de la famille », répondit Théodora, son regard fixé sur Sophie. « La fiancée doit passer la semaine précédant la cérémonie au manoir, apprenant nos coutumes et se préparant adéquatement. » Sophie sentit le cristal améthyste pulser dans sa poche, comme s'il répondait à la présence de la matriarche. Théodora sembla remarquer quelque chose, ses yeux se plissant légèrement, avant qu'un sourire calculé n'apparaisse sur ses lèvres minces. « Viens, ma chère, » appela Théodora, tendant une main pâle. « Laisse-moi te montrer tes appartements. » Sophie embrassa brièvement son père, essayant d'ignorer le tremblement de ses mains. En montant les escaliers, elle remarqua que les domestiques se déplaçaient dans les couloirs comme des ombres silencieuses, leurs visages toujours partiellement cachés, leurs pas ne produisant aucun son sur le sol de marbre. L'intérieur du manoir était une étude en contraste. Des tapisseries anciennes couvraient des murs revêtus de miroirs vénitiens, des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur des meubles couverts de tissus sombres, et l'air portait un parfum de rose mêlé à quelque chose de plus ancien, de plus profond. « Tes appartements se trouvent dans l'aile est », expliqua Théodora, la conduisant dans un couloir décoré de portraits de femmes. Sophie remarqua qu'elles partageaient toutes un regard similaire, distant, énigmatique, presque hypnotique. « Ce sont les fiancés Montfort à travers les générations », précisa la matriarche, remarquant son intérêt. En arrivant à une double porte en chêne sculptée, Théodora s'arrêta brusquement. « Il y a des règles à suivre pendant ton séjour », déclara-t-elle, sa voix prenant un ton plus grave. « Tu ne dois pas quitter tes appartements après le coucher du soleil, tu ne dois pas visiter l'aile ouest sous aucun prétexte. Et plus important, tu ne dois pas essayer de contacter qui que ce soit à l'extérieur du manoir jusqu'au jour du mariage. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « Et si j'ai besoin de parler à mon père ? Toute communication sera intermédiée par « moi », répondit Théodora avec fermeté. Puis son expression s'adoucit légèrement. « C'est pour ta propre protection, ma chère. Il y a des énergies anciennes dans cette maison. Nous devons nous assurer que tu sois correctement préparée pour devenir une Montfort. » La porte s'ouvrit, révélant une suite somptueuse décorée dans des tons de pourpre et d'argent. Un lit à baldaquin occupait le centre de la chambre et une coiffeuse ancienne reflétait la lumière du soleil couchant qui entrait par les hautes fenêtres. « Rose t'apportera ton dîner à 7 heures, informa Théodora. « Repose-toi bien, ma chère. Demain, nous commencerons tes préparatifs. » Dès que la porte se referma, Sophie s'assit au bord du lit, se sentant soudainement épuisée.
Le cristal améthyste dans sa poche semblait plus chaud que d'habitude, et quand elle le sortit, elle remarqua qu'il émettait une lueur douce qui pulsait en harmonie avec son cœur accéléré. Elle s'approcha de l'une des fenêtres, observant les jardins en contrebas. Des silhouettes encapuchonnées se déplaçaient entre les rosiers, portant ce qui semblait être des lanternes à lumière, bleuâtres. Au centre du jardin, un cercle de pierres anciennes formait un motif qui rappelait une toile d'araignée. Un mouvement dans le miroir de la coiffeuse attira son attention. L'espace d'un instant, Sophie vit le reflet d'une femme aux cheveux longs et sombres comme les siens, portant une robe blanche flottante. Son cœur faillit s'arrêter en reconnaissant le visage de sa mère, mais quand elle se retourna, la chambre était vide. Le cristal dans sa main palpita plus fort, et Sophie observa, fascinée, tandis que des fils dorés de lumière commençaient à émaner de ses doigts, tissant des motifs complexes dans l'air avant de s'évanouir comme de la fumée. Quelque chose s'éveillait en elle, quelque chose qui allait bien au-delà du destin que les Montfort avaient planifié. L'aube apporta un brouillard dense qui couvrait les jardins du manoir Montfort comme un manteau argenté. Sophie se réveilla au son doux de cloches lointaines, trouvant sur son lit une robe de soie bleu foncé qui n'était pas là quand elle s'était endormie. À côté du vêtement, un billet écrit dans une calligraphie élégante « Habille-toi et rejoins-nous pour le petit déjeuner. Ne sois pas en retard. » Pendant qu'elle se préparait, Sophie remarqua que le miroir de la coiffeuse semblait différent à la lumière du jour. Sa surface ondulait subtilement, comme de l'eau touchée, par une brise invisible. En s'approchant, elle s'aperçut qu'elle pouvait distinguer des symboles délicats gravés sur les bords du miroir, les mêmes qu'elle avait vus sur les portails d'entrée du manoir. « Mademoiselle Sophie ?» Une voix douce la fit sursauter. Rose, la domestique dont Théodora avait parlé, se tenait à la porte. Son jeune visage gardait une expression sereine, presque artificielle. « La famille vous attend dans la salle à manger. » Sophie suivit Rose à travers les couloirs labyrinthiques du manoir. Les murs semblaient changer de position quand elle ne les regardait pas directement, et le son de leurs pas résonnait d'une manière étrange, comme si elle marchait dans un espace beaucoup plus grand qu'il n'y paraissait. La salle à manger était une pièce circulaire, dominée par une table en bois sombre qui semblait avoir été sculptée dans un seul arbre ancien. Théodora Montfort occupait la place d'honneur, tandis que 5 autres femmes étaient assises autour de la table, toutes vêtues de tons de bleu similaires à sa robe. « Ah, notre fiancé est arrivé », annonça Théodora avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Viens, ma chère, fais la connaissance de tes futures belles-sœurs. » Les femmes se présentèrent une à une, Isabelle, Marine, Claire, Béatrice et Diane Montfort. Toutes partageaient les mêmes yeux verts intenses de Théodora, bien que leurs visages soient complètement différents. Sophie remarqua que chacune d'elles portait une broche de cristal différente, améthyste, quartz rose, aigue marine, citrine et onyx. « Où est Gabriel ?» demanda Sophie, notant l'absence de son fiancé. « Les hommes Montfort prennent leur repas séparément pendant la semaine qui précède le mariage, » expliqua Théodora. « C'est la tradition. Vous ne vous rencontrerez qu'à la cérémonie. » Le petit déjeuner fut servi dans des assiettes en porcelaine décorées de motifs spiralés qui semblaient bouger lorsqu'on les observait du coin de l'œil. Sophie remarqua que les autres femmes mangeaient en parfaite synchronisation, comme si elles suivaient une chorégraphie invisible. « Aujourd'hui, nous commencerons tes préparatifs », annonça Théodora en sirotant un thé de couleur pourpre. « Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre sur notre famille avant de devenir l'une des nôtres. » « Et qu'est-ce que je dois apprendre exactement ?» osa demander Sophie, sentant le cristal améthyste dans sa poche vibrer légèrement. Les 5 sœurs échangèrent des regards significatifs, et Béatrice, la plus jeune, laissa échapper un sourire énigmatique. « Sur les fils, bien sûr, dit-elle, avant que Théodora ne la fasse taire d'un regard sévère. « Tout en son temps, intervint la matriarche. D'abord, tu dois comprendre l'histoire des Montfort. Notre lignée remonte à des temps que l'histoire a oublié quand la réalité était plus malléable. » Pendant que Théodora parlait, Sophie remarqua des fils dorés de lumière dansant autour des femmes, les reliant comme une toile délicate. Elle cligna plusieurs fois des yeux, mais la vision persista. Les filles semblaient plus concentrées autour des broches de cristal que chacune portait.
Après le petit déjeuner, continua Théodora, tu commenceras tes leçons avec Isabelle dans la bibliothèque. Elle va t'initier à nos archives familiales. Sophie sentit un frisson en remarquant la façon dont Théodora avait accentué le mot « archive ». Le cristal dans sa poche palpita plus fort, et pendant un moment, les fils dorés autour de la table brillèrent avec plus d'intensité. « Et mon robe, te de marier ?» demanda Sophie, essayant de maintenir la conversation sur un terrain plus familier. Diane, la sœur qui portait la broche d'onyx, laissa échapper un rire musical. « Oh ma chère, ta robe n'est pas qu'une simple robe, c'est un instrument de pouvoir, tissé avec des fils que tu ne peux pas encore voir. »« Assez », coupa brusquement Théodora. « Sophie apprendra tout en temps voulu. Maintenant finissez votre petit déjeuner, la journée sera longue. » Tandis que les femmes reportèrent leur attention sur le repas, Sophie observa son propre reflet déformé dans la surface polie de la table. L'espace d'un instant, elle vit à nouveau le visage de sa mère superposé au sien, ses yeux brillants d'un avertissement silencieux. Le cristal améthyste dans sa poche se réchauffa soudainement, et Sophie sentit une connexion invisible se former entre elle et les fils dorés qui imprégnaient l'air. C'était comme si un voile était lentement levé de ses yeux, révélant une réalité plus profonde et plus ancienne qui avait toujours été là, attendant d'être découverte. La bibliothèque des Montfort occupait 3 étages de l'aile et du manoir, ces étagères en chêne sombre s'étendant jusqu'au plafond en spirale impossible qui défiait l'architecture conventionnelle. Isabelle, l'aînée des sœurs, conduisit Sophie à travers des couloirs formés par des livres anciens, des manuscrits et des parchemins qui semblaient vibrer d'une énergie propre, certains émettant une lueur ténue dans les ombres. « Notre histoire n'est pas seulement écrite en mots », expliqua Isabelle, sa broche d'améthyste scintillant tandis qu'elle marchait. « Elle est tissée dans la structure même de cet endroit, dans les fils invisibles qui connectent toutes et tous. » Sophie observait, fascinée, tandis qu'Isabelle glissait ses doigts longs et pâles sur les dos des livres. Là où elle touchait, des traces de lumière dorée persistaient quelques secondes avant de se dissoudre dans l'air. « Les Montfort, continua Isabelle, ont toujours été plus qu'une simple famille. Nous sommes les gardiens d'un savoir ancestral, d'un pouvoir que peu comprennent. » Elle s'arrêta devant une étagère particulière, tirant un tome relié en cuir violet. « Et toi, Sophie, tu as été choisie pour te joindre à nous. » « Choisie ?» Sophie questionna, sentant le cristal améthyste pulser dans sa poche. « Je pensais que c'était juste un accord commercial pour sauver l'entreprise de mon père. » Isabelle sourit, un sourire qui rappelait celui de sa mère dans le reflet du miroir. « Rien n'est coïncidence dans notre famille. Ta mère le savait. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « Tu as connu ma mère? Hélène Montfort était l'une des nôtres, » révéla Isabelle, ses yeux verts brillant intensément. Avant sa disparition, Sophie sentit le monde tourner autour d'elle. Montfort? Mais ma mère était Hélène Mercier. C'était le nom qu'elle a adopté en épousant ton père, expliqua Isabelle, ouvrant le livre violet. Sur les pages jaunies, Sophie vit un arbre généalogique complexe, les noms écrits dans une calligraphie fluide qui semblait bouger subtilement. Vois par toi-même. Là, connecté par des lignes dorées qui semblaient pulser de vie, se trouvait le nom de sa mère, Hélène Montfort, liée à une lignée qui s'étendait sur des générations. À côté de son nom, un symbole que Sophie reconnut instantanément. Il était identique au motif gravé sur son cristal améthyste. « Ta mère était une tisseuse, » dit doucement Isabelle. « L'une des plus puissantes que notre famille ait jamais produites. Et toi, chère Sophie, tu portes le même don. » Comme pour répondre aux paroles d'Isabelle, le cristal dans la poche de Sophie commença à briller intensément. Des fils dorés, de lumière émanèrent de ses mains, s'entrelaçant avec ceux qui imprégnaient déjà la bibliothèque, créant des motifs complexes dans l'air. « Que m'arrive-t-il » demanda Sophie, observant émerveillée tandis que les fils dansaient à son commandement inconscient. « Ton pouvoir s'éveille, » répondit Isabelle. « Plus vite que nous ne l'espérions. Les fils de la réalité répondent à ton toucher, comme ils répondaient à celui de ta mère. » Sophie tenta d'absorber toutes ces révélations. « Pourquoi personne ne m'a dit avant? Pourquoi mon père... » « Ton père a été protégé de la vérité, » interrompit Isabelle, « pour sa propre sécurité. Il y a des forces dans le monde qui chassent les gens comme nous, qui craignent le pouvoir des tisseuses. » Un bruit soudain les fit se retourner.
À l'entrée de la bibliothèque, une silhouette encapuchonnée observa un moment avant de disparaître, ça dans les ombres. Sophie remarqua que les fils dorés autour d'elle étaient devenus plus sombres là où la silhouette s'était tenue. « Tous au manoir ne célèbrent pas ton retour, » dit Isabelle à voix basse. « Il y a ceux qui préféreraient que les secrets des tisseuses restent enterrés. Tu dois être préparé. »« Préparé à quoi ? À la vraie raison de ton mariage avec Gabriel, » répondit Isabelle, fermant le livre avec soin. « Ce n'est pas seulement une union de famille. Sophie, c'est un rituel ancien destiné à éveiller complètement tes pouvoirs et à sceller ta place parmi les gardiennes. » Sophie regarda ses mains, où les derniers fils dorés dansaient encore. « Et si je ne veux pas de ce pouvoir? Et si je veux simplement retrouver ma vie ?» Isabelle toucha doucement son épaule, et Sophie sentit un courant d'énergie circuler entre elles. Certains choix ont été faits pour nous avant même notre naissance. Mais comment nous utilisons notre don, cela, chère Sophie, est un choix que toi seule peux faire. L'après-midi s'étirait dans le manoir Montfort comme une ombre paresseuse, quand Marine, la sœur à la broche de quartz rose, vint chercher Sophie dans la bibliothèque. Leurs pas résonnaient dans les couloirs, tandis qu'elle montait vers une salle circulaire dans la plus haute tour du manoir. Les murs étaient entièrement couverts de miroirs anciens, de différentes tailles et formes, chacun encadré par des sculptures qui rappelaient des vignes en mouvement. « Voici le salon des reflets », annonça Marine, sa voix mélodieuse réverbérant dans l'espace. « Ici, nous apprendrons à voir au-delà des apparences. » Sophie observa son reflet se multiplier à l'infini dans les miroirs. Dans certains, son image apparaissait différente, plus âgée, plus jeune, vêtue de vêtements d'époques distinctes. Dans un miroir particulièrement ancien, elle se vit portant une robe de mariée qui semblait tissée de pure lumière. « Les miroirs sont des portails », expliqua Marine, touchant l'une des surfaces réfléchissantes du bout des doigts. Des ondes d'énergie se propagèrent, comme de l'eau perturbée. Ils nous montrent les possibilités infinies du tissu de la réalité. Une tisseuse doit apprendre à distinguer les fils véritables des illusoires. Sophie sentit le cristal améthyste vibrer dans sa poche, répondant à l'énergie du lieu. Comment faire cela? Ferme les yeux, instruisit Marine. Maintenant, étends ta conscience, sans les fils qui te relient à chaque reflet. Sophie obéit, laissant ses sens s'étendre, comme Isabelle le lui avait enseigné dans la bibliothèque. Immédiatement, elle perçut une toile complexe d'énergie qui imprégnait la salle, chaque miroir pulsant comme un cœur de cristal. « Très bien, » murmura Marine. « Maintenant, choisis l'un des fils et suis-le jusqu'à son origine. » Avec précaution, Sophie se concentra sur l'un des filaments dorés qu'elle sentait. Il était plus brillant que les autres, l'appelant presque. Elle le suivit mentalement jusqu'à l'un des miroirs et quand elle ouvrit les yeux, elle vit sa mère la regardant en retour. « Maman » chuchota-t-elle, son cœur s'accélérant. L'image d'Hélène sourit, mais ce n'était pas qu'un simple reflet. Il y avait de la substance dans cette présence, comme si elle existait dans une couche différente de la réalité, séparée seulement par une fine membrane de verre et d'argent. « Le premier test d'une tisseuse, » dit doucement Marine, « est d'apprendre à distinguer entre souvenir, désir et vérité. Ce que tu vois peut être réel, mais pas nécessairement présent. » Sophie tendit la main pour toucher le miroir, mais Marine l'arrêta. « Pas encore. Tu dois d'abord apprendre à contrôler ton pouvoir. Les miroirs peuvent être dangereux pour qu'une tisseuse inexpérimentée. » À ce moment, une ombre passa simultanément dans tous les reflets, comme un nuage sombre traversant un ciel de verre. L'image d'Hélène se dissipa, remplacée par le reflet normal de Sophie. « Qu'est-ce que c'était » demanda Sophie, sentant un frisson. « Des veilleurs » répondit Marine, son expression devenant sérieuse. « Tous ceux qui habitent les reflets ne sont pas bienveillants. Certains sont des gardiens, d'autres sont des chasseurs. » Un son aigu, comme du cristal qui teinte, résonna dans la salle. Les miroirs vibrèrent à l'unisson, et Sophie vit des silhouettes encapuchonnées se déplaçant dans les profondeurs réfléchissantes, observant, attendant. « Nous devons partir, » dit Marine avec urgence. « Tu as attiré trop d'attention pour une première leçon. » Alors qu'elles se dirigèrent vers la porte, Sophie jeta un dernier regard en arrière. Dans l'un des plus petits miroirs, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Une silhouette portant un manteau noir, son visage caché par des ombres,
tenant un cristal qui pulsait d'énergie sombre. « Le conseil nous observe », murmura Marine, tirant Sophie hors de la salle. « Ils observent toujours à travers les reflets. C'est ainsi qu'ils trouvent tous les tisseuses éveillées. »« Le conseil ?» questionna Sophie, sentant le cristal améthyste se réchauffer dans sa poche comme s'il répondait à une menace. « Un groupe qui se consacre à capturer et contrôler les tisseuses, » expliqua Marine tandis qu'elle descendait rapidement les escaliers en spirale. « Ils croient que notre pouvoir est trop dangereux pour être laissé libre. Ta mère, elle a découvert quelque chose sur eux, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir. » Sophie s'arrêta brusquement. « C'est le conseil qui a fait disparaître ma mère ?» Marine hésita, ses yeux verts voilés par une tristesse ancienne. « Il y a des choses que tu n'es pas encore prête à savoir, Sophie. Mais oui, le conseil a joué un rôle dans le destin d'Hélène. C'est pourquoi nous devons te protéger jusqu'au mariage. Le rituel n'est pas seulement une union, c'est une protection. » En arrivant au couloir du second étage, elles trouvèrent Théodora qui les attendait, son air plus sévère que d'habitude. « Vous êtes resté trop longtemps dans le salon des reflets, » réprimanda-t-elle. « Sophie, tu dois retourner dans tes appartements maintenant. Le soleil se couche. » Sophie voulait protester, poser plus de questions, mais quelque chose dans l'expression de Théodora l'en empêcha. Tandis qu'elle marchait vers sa chambre, elle pouvait sentir les regards des portraits sur les murs la suivre, des centaines d'yeux verts Montfort observant son passage. Dans sa chambre, le miroir de la coiffeuse était couvert d'un tissu noir qui n'était pas là auparavant. Sur son lit, une nouvelle robe avait été déposée, cette fois dans une teinte de violet profond qui semblait absorber la lumière. À côté, un billet écrit dans la même calligraphie élégante qu'avant, « Pour le dîner. Ne sois pas en retard et ne regarde pas dans les miroirs après le crépuscule. » Le salon à manger était différent la nuit. Les bougies des candélabres émettaient des flammes aux teintes bleues et violettes, projetant des ombres dansantes sur les murs. Sophie, vêtue de la robe violette qui avait été laissée dans sa chambre, remarqua que les autres femmes Montfort avaient également changé leur tenue bleue pour des tons plus sombres. « Ce soir, annonça Théodora depuis la tête de la table, nous commencerons ton véritable entraînement. » Les servantes fantomatiques servirent des plats en cristal contenant un liquide nacré qui changeait de couleur selon la lumière qui l'atteignait. Sophie observa les autres femmes boire sans hésitation et, réticente, porta la coupe à ses lèvres. Le goût était indescriptible, à la fois doux et amer avec des notes de quelque chose d'ancestral et sauvage. « C'est une infusion de cristaux lunaires », expliqua Claire, la sœur à la broche d'aigue marine. « Elle aide à élargir notre perception des fils de la réalité. » Dès que Sophie eut fini de boire, le monde autour d'elle sembla gagner de nouvelles dimensions. Les fils dorés qu'elle ne voyait qu'occasionnellement auparavant étaient maintenant parfaitement visibles, tissant des motifs complexes à travers l'air. Chaque femme à table était connectée par une toile de lumière, leurs énergies circulant et se mélangeant comme une danse cosmique. « Maintenant tu peux voir, » dit Théodora, sa voix résonnant étrangement. « Les fils qui maintiennent notre monde uni, le pouvoir que les tisseuses possèdent pour les manipuler. » Sophie observa fascinée, tandis que Théodora levait une main. Les fils autour d'elle réagirent, formant des motifs qui altéraient, subtilement, la réalité. Les flammes des bougies dansèrent en de nouvelles couleurs, l'air devint plus dense, et pendant un moment, Sophie put voir à travers les murs du manoir jusqu'au jardin où des silhouettes encapuchonnées réalisaient un rituel silencieux. « Le Conseil croit que ce pouvoir doit être contrôlé, » continua Théodora. « Et il chasse les tisseuses depuis des siècles, les emprisonnant dans des cristaux noirs pour drainer leur énergie. Mais certaines d'entre nous résistent. Nous maintenons notre lignée vivante, transmettant notre savoir de génération en génération. »« Pourquoi ma mère ne m'a jamais parlé de cela ?» demanda Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Ne manquez rien. Inscrivez-vous maintenant et commentez votre ville pour nous connecter davantage. » Diane, la sœur à la broche d'onyx, se pencha en avant. « Hélène voulait te protéger. Plus tard, une tisseuse s'éveille, moins le Conseil a de chances de la trouver. Mais maintenant... » « Maintenant, le temps presse, » compléta Béatrice, la plus jeune. « Le Conseil devient plus fort. Ils ont trouvé un moyen de corrompre les fils de la réalité, utilisant le pouvoir des tisseuses emprisonnées à leur propre fin. » Sophie sentit le cristal améthyste pulser dans sa poche, comme s'il répondait aux paroles de Béatrice. « Et le mariage ?»
Quel est son véritable but? Un silence pesant tomba sur la table. Ce fut Théodora qui finit par répondre. Le rituel du mariage n'est pas qu'une simple cérémonie. C'est un enchantement ancien qui éveille complètement le pouvoir d'une tisseuse et la lie à la protection de sa lignée. Gabriel, il est un gardien, entraîné depuis sa naissance pour protéger et amplifier ton don. Mais il y a plus, intervint Isabelle. Le rituel révélera également quelque chose que le Conseil craint par-dessus tout, le chemin vers la forteresse des miroirs. La forteresse? Questionna Sophie. Un lieu entre les réalités, expliqua Marine, où les sacrés, les plus profonds des tisseuses sont gardés. Ta mère était proche de la trouver quand un grondement soudain interrompit la conversation. Les fenêtres du salon tremblèrent, et les fils de lumière dans l'air s'assombrirent momentanément. Du jardin vint le son de voix entonnant un chant dans une langue ancienne. « Il teste les barrières », dit Théodora, se levant brusquement. « Le Conseil sent ton pouvoir s'éveiller, Sophie. Nous devons accélérer ton entraînement. » Les sœurs Montfort se levèrent à l'unisson, leurs broches de cristal brillant intensément. Sophie sentit son propre cristal améthyste pulser avec force, et les fils autour d'elle commencèrent à bouger, comme s'ils répondaient à un appel profond. « Ce soir, déclara Théodora, tu apprendras la première véritable leçon d'une tisseuse, comment renforcer les barrières qui protègent ceux que nous aimons. » Tandis que les femmes se déplaçaient en formation à travers le salon, Sophie vit son reflet dans les miroirs des murs. Pendant un instant, ce n'était pas seulement elle, c'étaient toutes les tisseuses venues avant, des générations de femmes Montfort unies dans un but commun. Et parmi elles, souriante avec fierté et inquiétude, se trouvait le visage de sa mère, Hélène, ses yeux brillants d'un pouvoir que Sophie commençait à peine à comprendre. La nuit avançait sur le manoir Montfort, tandis que Sophie accompagnait les femmes jusqu'au jardin. L'air était chargé d'énergie, et les fils de lumière qu'elle pouvait maintenant voir clairement formaient une coupole protectrice au-dessus de la propriété, comme une toile gigantesque tissée par des générations de tisseuses. Les barrières sont notre première ligne de défense, expliqua Béatrice, guidant Sophie jusqu'au cercle de pierre qu'elle avait remarqué à son arrivée. De près, elle pouvait voir que chaque pierre était couverte de symboles qui brillaient doucement, similaires à ceux qui décoraient les portails du manoir. « Voici le cercle des gardiennes, » dit Théodora, se positionnant sur l'une des pierres. Les autres sœurs prirent à leur place, formant un pentagone parfait. « Sophie, tu dois te tenir au centre. » Dès que Sophie entra dans le cercle, elle sentit un courant d'énergie traverser son corps. Le cristal améthyste dans sa poche commença à briller intensément, et les broches des sœurs Montfort répondirent par leur propre lumière, chacune dans sa couleur caractéristique. « Maintenant, » instruisit Théodora, « tu dois apprendre à entrelacer ton énergie avec la nôtre pour renforcer les barrières. Ferme les yeux et sens les fils qui nous connectent. » Sophie obéit, laissant ses sens s'étendre comme elle l'avait appris. Les fils dorés de la réalité étaient encore plus visibles ici, pulsant de vie propre. À travers eux, elle pouvait sentir l'énergie de chacune des sœurs. Isabelle était comme une flamme constante. Marine coulait comme l'eau. Claire irradiait comme la lumière du soleil. Béatrice vibrait comme de la musique. Et Diane était profonde comme la nuit. « Étends ta conscience, » continua Théodora. « Trouve les points où les barrières sont les plus faibles. » Suivant son instinct, Sophie permit à sa perception de s'étendre au-delà du cercle. Elle découvrit qu'elle pouvait sentir toute l'étendue des barrières magiques, identifiant les zones où les fils étaient plus ténus ou emmêlés. Subitement, un souvenir qui n'était pas le sien envahit son esprit. Elle vit sa mère, des années plus jeune, réalisant le même rituel. Hélène était enceinte, son ventre brillant d'une énergie propre, tandis qu'elle tissait des protections autour du manoir. À ses côtés, une silhouette encapuchonnée observait avec approbation. « Tu vois les souvenirs du lieu », expliqua doucement Marine. « Les fils ne connectent pas seulement l'espace, mais aussi le temps. » Un autre souvenir surgit, sa mère à nouveau, cette fois confrontant un groupe de silhouettes sombres dans le même jardin. Elle tenait un livre ancien et criait des mots que Sophie ne pouvait entendre. Les fils de la réalité autour d'elle étaient sombres, corrompus. « Concentre-toi, Sophie. » La voix de Théodora coupa ses visions. « Les barrières doivent être renforcées maintenant.
Sophie sentit une pression croissante contre les protections magiques. De l'autre côté, des ombres se déplaçaient dans l'obscurité, tentant de trouver des brèches dans la défense. Le chant qu'elles avaient entendu plus tôt devint plus fort, réverbérant à travers les fils de la réalité. Instinctivement, Sophie tendit ses mains. Le cristal améthyste palpita, et des fils dorés commencèrent à émaner de ses doigts, s'entrelaçant avec les énergies des sœurs Montfort. Là où les fils se touchaient, des explosions de lumière colorée illuminèrent le jardin. « C'est bien », encouragea Isabelle, « utilise ton don naturel. Tu es une tisseuse, les fils répondent à ton commandement. » Sophie se concentra sur les points faibles qu'elle avait identifiés, dirigeant son énergie pour les renforcer. C'était comme coudre avec de la lumière, chaque mouvement de ses mains créant de nouveaux motifs dans la toile de protection. Soudain, l'un des souvenirs revint avec une force totale. Elle vit sa mère cacher quelque chose à l'intérieur de l'une des pierres du cercle, ses yeux pleins de détermination et de peur. « Quand le moment viendra, » chuchotait Hélène, « elle saura comment trouver. » Dans le présent, Sophie sentit le cristal améthyste pulser plus fort, comme s'il répondait au souvenir. Ses doigts fourmillèrent d'énergie accumulée, et les fils autour d'elle commencèrent à se déplacer différemment, révélant des motifs cachés dans les pierres anciennes. « Quelque chose se passe, » murmura Diane, sa broche d'onyx brillant intensément. Les pierres du cercle commencèrent à émettre une lueur bleuâtre, et d'anciens symboles devinrent visibles sur leur surface. Sophie reconnut certains d'entre eux des livres de la bibliothèque. C'étaient des instructions, une carte codée dans un langage que seule une tisseuse pourrait lire. « Ta mère a laissé des indices, » dit Théodora, sa voix tendue. « Mais ce n'est pas encore le moment de les suivre. D'abord, tu dois apprendre à contrôler complètement ton pouvoir. Le conseil se rapproche, et nous ne pouvons pas risquer qu'il découvre ce qu'Hélène a caché. » La pression contre les barrières augmenta, et Sophie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce n'était pas seulement son destin qui était en jeu, c'était l'héritage de toutes les tisseuses venues avant elle, y compris sa mère. Avec une détermination renouvelée, Sophie canalisa son énergie vers les protections, observant tandis que les fils dorés se renforçaient et se multipliaient, créant des couches sur des couches de défense magiques. Autour d'elle, les sœurs Montfort maintenaient le cercle stable, leurs énergies combinées créant une forteresse impénétrable de lumière et de pouvoir. L'aube trouva Sophie dans sa chambre, épuisée mais agitée après les événements de la nuit précédente. Les visions de sa mère résonnaient encore dans son esprit, avec la certitude qu'Hélène avait laissé plus que de simples souvenirs dans les pierres du cercle. Un mouvement dans le miroir couvert attira son attention. Avec prudence, Sophie retira le tissu noir, révélant sa surface luisante. Pendant un moment, elle ne vit que son propre reflet. Des cernes profonds marquèrent son visage, et ses cheveux sombres étaient ébouriffés après une nuit sans sommeil. Puis, comme des vagues sur un lac, le reflet changea. Les murs de la chambre dans le miroir étaient différents, couverts de tapisseries anciennes, montrant des femmes tissant avec des fils de lumière. Sophie cligna des yeux, mais la vision persista. « Les murs ont de la mémoire », dit une voix, douce derrière elle. Claire se tenait à la porte, sa broche d'aigue marine scintillant dans la lumière du matin. Comme les miroirs, ils gardent des échos du passé. Sophie se tourna vers les murs de sa chambre, qui semblaient normaux à première vue, mais maintenant qu'elle savait quoi chercher, elle pouvait voir de fins fils d'énergie courant à travers le papier peint, formant des motifs qui changeaient subtilement. « C'était la chambre de ta mère », révéla Claire, entrant dans la pièce. « Quand elle était fiancée, comme toi maintenant. Pourquoi personne ne me l'a dit avant? Il y a des choses qui doivent être découvertes, non révélées, » répondit Claire, touchant l'un des murs de ses doigts délicats. Là où elle touchait, les motifs du papier peint commençaient à briller. Ta mère a laissé des messages partout dans le manoir, cachés dans les fils même de la réalité. Sophie s'approcha du mur, imitant le geste de Claire. Sous ses doigts, les motifs floraux du papier peint se transformèrent en symboles complexes, similaires à ceux qu'elle avait vus sur les pierres du jardin. « C'est une langue ancienne », expliqua Claire. « Chaque symbole représente non seulement un mot mais une fréquence d'énergie. Combinés de la bonne manière, ils peuvent révéler des secrets ou ouvrir des portails.
Sophie traça l'un des symboles du doigt, sentant le cristal améthyste résonner dans sa poche. « Comment puis-je apprendre à les lire ?»« Les symboles parlent directement à ton pouvoir intérieur, » dit Claire. « Ce n'est pas une question d'apprentissage, mais de souvenir. Le savoir est déjà dans ton sang, transmis à travers des générations de tisseuses. » Tandis que Claire parlait, Sophie remarqua que les symboles sur le mur commençaient à prendre sens. Ce n'était pas comme lire des mots normaux. C'était plus comme sentir leur vibration, comprendre leur signification à un niveau plus profond qui transcendait le langage commun. « Ta mère, » continua Claire, recherchait d'anciennes prophéties sur les tisseuses. Elle croyait avoir trouvé quelque chose d'important, quelque chose que le Conseil a tenté de garder caché pendant des siècles. Qu'a-t-elle trouvé? Claire hésita, ses yeux verts, voilés, d'inquiétude. « Je ne suis pas sûre. » Hélène a compartimenté son savoir, cachant différentes parties à différents endroits. Elle savait que le Conseil viendrait après elle. Sophie reporta son attention sur les symboles du mur. Maintenant qu'elle commençait à les comprendre, elle pouvait voir qu'ils formaient une sorte de carte, pas une carte physique, mais un diagramme de connexion énergétique. « Les fils de la réalité ne sont pas seulement du pouvoir, » murmura Sophie, les mots venant d'un endroit profond de sa conscience. Ils sont mémoire, histoire, vérité. Exactement, acquiesça Claire en souriant. Et ceux qui peuvent manipuler les fils peuvent, théoriquement, manipuler la vérité elle-même. C'est pourquoi le Conseil craint tant les tisseuses, particulièrement une qui peut voir et altérer les motifs fondamentaux de la réalité. Un bruit dans le couloir interrompit la conversation. Des pas s'approchaient, et Claire recouvrit rapidement. « Ah, le miroir !»« Théodora ne doit pas savoir que nous enquêtons sur cela, » chuchota-t-elle. « Elle croit que tu dois te concentrer uniquement sur ton entraînement de base avant le mariage. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle aussi a des secrets, » répondit Claire se dirigeant vers la porte. « Tous dans la famille Montfort ne sont pas d'accord sur la façon d'utiliser le pouvoir des tisseuses. Certains croient que nous devons nous cacher, d'autres que nous devons combattre. Ta mère, elle avait une vision différente. » Avant que Sophie ne puisse en demander davantage, Théodora apparut à la porte, son air aussi sévère que toujours. « Claire, » dit-elle froidement, « je ne savais pas que tu étais ici. »« Je vérifiais simplement si Sophie allait bien après le rituel d'hier soir, » répondit doucement Claire. Théodora acquiesça, bien que ses yeux restent méfiants. « Sophie, habille-toi. Aujourd'hui, tu auras des leçons avec Diane dans la salle de musique. Il y a d'autres compétences que tu dois développer avant le mariage. » Quand les deux femmes furent reparties, Sophie regarda à nouveau les murs de sa chambre. Les symboles avaient disparu, mais elle savait maintenant qu'ils étaient là, cachés dans les fils mêmes de la réalité, attendant d'être découverts. Le cristal améthyste palpita dans sa poche, comme s'il répondait à ses pensées. Sophie réalisa qu'elle commençait à comprendre pourquoi sa mère avait caché les informations de façon si élaborée. Certaines vérités étaient trop dangereuses pour être conservées en un seul endroit, surtout quand des yeux des ombres observaient à travers chaque reflet. La salle de musique des Montfort occupait une aile circulaire au 3e étage du manoir. Des instruments anciens de toutes formes et tailles remplissèrent l'espace. Des harpes dorées, des violons aux cordes qui brillaient comme de l'argent liquide. Un piano à queue noire, dont les touches semblaient de faites de cristal. Diane attendait, près du piano, sa broche d'onyx reflétant la lumière qui entrait par les fenêtres en arc. Contrairement aux autres sœurs, elle émanait une aura plus sombre, comme si les ombres autour d'elle étaient plus denses. La musique, commença-t-elle, ses doigts glissant sur les touches de cristal sans produire de son, est l'une des formes les plus anciennes de tissage de la réalité. Chaque note est un fil, chaque mélodie un motif. Sophie observa fascinée, tandis que des fils d'énergie sombre émanaient des mains de Diane, s'entrelaçant avec les cordes des instruments. L'air vibrait de possibilités non réalisées. Certaines tisseuses, continua Diane, préfèrent travailler avec la lumière, d'autres avec les éléments naturels. J'ai choisi les ombres, non parce qu'elles sont maléfiques, mais parce qu'elles contiennent des vérités que la lumière ne peut révéler. Elle pressa une touche, et une note profonde résonna dans la salle.
Sophie vit le son se matérialiser comme des vagues d'énergie sombre qui se répandaient dans l'air, révélant des motifs cachés dans les fils mêmes de la réalité. « Ta mère, dit doucement Diane, avait aussi une affinité avec les ombres. C'est ainsi qu'elle a découvert les secrets que le Conseil tentait de cacher. »« Quel genre de secrets ?» demanda Sophie, s'asseyant à côté de Diane sur le banc du piano. « Sur la vraie nature de notre pouvoir, sur pourquoi certaines tisseuses peuvent manipuler tous les éléments, tandis que d'autres sont limitées à un seul. » Diane joua une autre note et les ombres autour d'elle dansèrent. Le Conseil maintient une archive secrète, des registres de toutes les tisseuses qui ont jamais existé, leur pouvoir, leur lignée. Ta mère a trouvé un moyen d'y accéder. Sophie sentit le cristal améthyste pulser dans sa poche. « Comment ?»« Par la musique, » répondit Diane, commençant à jouer une mélodie complexe. Les ombres dans la salle prirent substance, formant des images tridimensionnelles. Il existe des fréquences qui peuvent ouvrir des portails entre les réalités, des mélodies qui peuvent révéler ce qui est caché. Les ombres montraient maintenant une scène. Hélène Montfort, des années plus jeune, assise au même piano, jouant la même mélodie tandis que des silhouettes sombres dansaient autour d'elle. « Ce piano, » expliqua Diane, « est plus ancien que le manoir lui-même. Il a été construit avec des cristaux de la forteresse des miroirs, accordés aux fréquences fondamentales de la réalité. Chaque touche est un portail potentiel. » Sophie tendit la main pour toucher l'une des touches de cristal, et le piano répondit par un accord qui n'avait jamais été entendu auparavant. Les fils dorés qui émanèrent de ses doigts se mêlèrent aux ombres de Diane, créant des motifs de lumière et d'obscurité qui dansaient dans l'air. « Extraordinaire, » murmura Diane. « Tu as le don de ta mère pour la musique des ombres, mais tu peux aussi tisser avec la lumière. C'est pourquoi le Conseil te craint tant. » Un mouvement à la porte attira l'attention de Sophie. L'espace d'un instant, elle vit une silhouette encapuchonnée qui observait, mais quand elle cligna des yeux, elle avait disparu. « Ils sont toujours en train d'observer, » dit Diane, remarquant son expression. Les espions du Conseil se déplacent, à travers les ombres, mais ils n'ont jamais appris à les comprendre vraiment. Ils les utilisent, mais ne les comprennent pas. Diane commença à enseigner à Sophie une mélodie ancienne, ses notes résonnant avec le tissu même de la réalité. Chaque son révélait de nouveaux motifs dans les fils qui imprégnaient l'air, créant une toile complexe de lumière et d'ombre. « Voici la chanson des tisseuses, » expliqua Diane. « Une mélodie transmise à travers les générations, codant des secrets que seuls nous pouvons comprendre. Ta mère a ajouté ses propres notes à la musique, cachant des messages dans les harmonies. Tandis qu'elle pratiquait, Sophie commença à percevoir que la mélodie éveillait quelque chose dans sa mémoire. Pas ses propres souvenirs, mais ceux qui étaient tissés dans les fils mêmes de la réalité. Elle vit des flashs d'autres, tisseuses à travers les siècles, chacune ajoutant sa propre voix à la chanson éternelle. « Le mariage, » dit Diane après un moment, ses mains planant au-dessus des touches, n'est pas seulement un rituel de pouvoir. C'est une opportunité de compléter la mélodie que ta mère a commencée. Mais tu dois être préparé. Le Conseil fera tout pour empêcher que cela se produise. » Sophie regarda ses propres mains, où des fils de lumière et d'ombre dansaient ensemble en parfaite harmonie. « Pourquoi ont-ils si peur ?»« Oh, parce qu'une tisseuse qui peut manipuler à la fois la lumière et les ombres, » répondit Diane, ses yeux brillant intensément, « a le pouvoir de réécrire l'histoire elle-même. Et il y a des parties de notre histoire que le Conseil préfère à maintenir dans l'ombre. » Le reste de la journée s'écoula comme un rêve nébuleux, tandis que Sophie pratiquait la chanson des tisseuses avec Diane. Quand le crépuscule commença à teindre le ciel de violet, elle retourna dans ses appartements, la mélodie résonnant encore dans son esprit, les fils de lumière et d'ombre dansant autour d'elle. En entrant dans sa chambre, elle remarqua que quelque chose était différent. Le miroir de la coiffeuse restait découvert, contrairement aux instructions habituelles, et sa surface ondulait doucement comme de l'eau sous la brise. Sophie s'approcha avec prudence, le cristal améthyste pulsant dans sa poche. Dans le reflet, elle vit sa chambre se transformer. Les murs étaient maintenant couverts de tapisseries anciennes montrant l'histoire des tisseuses, et sur son lit reposait un livre qui n'était pas là dans le monde réel. « Parfois, » dit une voix familière, « les reflets montrent ce qui devrait être, pas seulement ce qui est. » Sophie se retourna, son cœur battant la chamade.
Là, assise sur une chaise qui n'était certainement pas là quelques secondes auparavant, se trouvait sa mère. Hélène Montfort ressemblait exactement à ses souvenirs, mais il y avait quelque chose d'éthéré dans sa présence, comme si elle existait entre les couches de la réalité. « Maman » murmura Sophie, sa voix tremblante. « Pas exactement » répondit Hélène avec un sourire triste. « Je suis un souvenir, un écho préservé dans les fils du temps. Ta tante Claire n'est pas la seule à avoir appris à cacher des messages dans les murs. » Sophie fit un pas vers la silhouette de sa mère, mais Hélène leva une main en guise d'avertissement. « Je ne peux pas rester longtemps. Les barrières entre les réalités sont plus fines au crépuscule, mais bientôt, le conseil détectera ma présence. » « Que t'est-il arrivé ?» demanda Sophie, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « J'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû, » répondit Hélène, ses yeux s'assombrissant de souvenirs douloureux. « Sur la vraie nature du conseil, sur la raison pour laquelle ils craignent tant les tisseuses, qui peuvent manipuler tous les éléments. » Hélène se leva, se déplaçant vers le mur où les symboles étaient apparus plus tôt. Sous son toucher, ils brillèrent à nouveau, mais formaient maintenant un motif différent. « Le conseil n'est pas ce qu'il semble, » continua-t-elle. « Ils ne sont pas les gardiens, de l'ordre comme ils le prétendent. Ce sont des usurpateurs, d'anciens chevaliers, qui ont trahi leur serment de protéger les tisseuses. Ils ont découvert un moyen de drainer notre pouvoir, de corrompre les fils mêmes de la réalité. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « C'est pour ça qu'ils me veulent ? Parce que je peux manipuler à la fois la lumière et les ombres ?»« En partie, » répondit Hélène. « Mais il y a plus. Le mariage avec Gabriel, ce n'est pas ce que Théodora prétend. Elle croit te protéger, mais elle suit un plan bien plus ancien. » Un son aigu comme du cristal qui teinte résonna dans la chambre. Hélène regarda autour d'elle, alarmée. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit-elle rapidement. « Cherche le livre rouge dans la bibliothèque, celui avec le symbole de la lune croissante. À la page 273, il y a une partition. C'est la seconde. Partie de la chanson des tisseuses. Diane ne connaît que le début. » Les ombres dans la chambre commencèrent à s'épaissir et la forme d'Hélène commença à s'estomper. « Maman, attends !» appela Sophie désespérée. « Comment puis-je te retrouver ?»« Tu me trouves déjà » répondit Hélène, sa voix désormais distante. « Chaque symbole que tu déchiffres, chaque mélodie que tu apprends, sont des parties du chemin. Mais sois prudente. Il y a des yeux dans les ombres, et tous les Montfort ne sont pas ce qu'ils semblent. » La silhouette d'Hélène disparut complètement, ne laissant qu'un léger parfum de rose dans l'air. Dans le miroir, le reflet redevint normal, mais Sophie pouvait voir que les symboles sur les murs brillaient encore faiblement. Le cristal améthyste dans sa poche était chaud au toucher, et quand elle le tint, elle vit qu'il émettait une lueur plus intense que d'habitude. Les fils dorés qui en émanaient avaient maintenant des traces d'ombre entrelacées, comme si les leçons de Diane avaient éveillé un nouvel aspect de son pouvoir. Un mouvement à la porte attira son attention. Rose, la servante silencieuse, se tenait à l'entrée avec une expression illisible. « Madame Montfort demande votre présence pour le dîner, » dit-elle mécaniquement, « et elle m'a demandé de vous rappeler de couvrir le miroir. » Sophie acquiesça, mais tandis qu'elle couvrait le miroir avec le tissu noir, son esprit était rempli de questions. Qu'avait découvert sa mère qui était si dangereux? Quel était le véritable but du mariage? Et plus important encore, qui dans la famille Montfort était vraiment de son côté? Le cristal palpita une fois de plus, comme s'il répondait « J'ai ses doutes », et Sophie réalisa qu'elle commençait à comprendre pourquoi les tisseuses étaient si craintes et si chassées. Le pouvoir de voir à travers les illusions, de manipuler les fils mêmes de la réalité, c'était un don qui pouvait révéler des vérités que certains préféraient en garder cachées dans l'ombre. La bibliothèque semblait différente pendant la nuit. Les étagères infinies projetaient des ombres qui dansaient à la lumière des bougies, et les livres murmuraient des secrets dans une langue ancienne que Sophie commençait à comprendre. Elle avait attendu que tout le monde soit endormi, avant de se faufiler pour chercher le livre que sa mère avait mentionné. Le cristal améthyste servait comme une sorte de boussole, sa lumière s'intensifiant quand Sophie s'approchait de certaines étagères. Les fils dorés et sombres qui en émanaient tissaient des motifs dans l'air, révélant des chemins cachés entre les rayonnages. « Tu cherches quelque chose de spécifique ?» La voix de Béatrice surgit des ombres, faisant sursauter Sophie.
La plus jeune des sœurs Montfort était assise dans un fauteuil ancien, un livre ouvert sur ses genoux. Je n'arrivais pas à dormir, tenta de dissimuler Sophie, mais Béatrice sourit d'un air entendu. Tu l'as vue, n'est-ce pas? Hélène. Elle apparaît toujours au crépuscule, pour ceux qui ont besoin de guidance. Béatrice ferma son livre et se leva. Et maintenant tu cherches le livre rouge avec la lune croissante. Sophie hésita, incertaine de pouvoir faire confiance à la jeune Montfort. Béatrice perçut son hésitation et rit doucement. Nous ne suivons pas toutes aveuglément les ordres de Théodora, dit-elle, se déplaçant entre les étagères avec une grâce féline. Certaines d'entre nous se souviennent encore de ce que ta mère a tenté de nous enseigner, que le pouvoir des tisseuses ne devrait pas être contrôlé, mais libéré. Béatrice s'arrêta devant une étagère particulièrement ancienne, ses doigts glissant sur le dos des livres jusqu'à s'arrêter sur un tome rouge sang. Le symbole de la lune croissante sur sa couverture brilla quand elle le retira de l'étagère. « Théodora croit qu'elle te protège, » continua Béatrice, feuilletant. Le matin livre jusqu'à trouver la page 273, mais elle est prisonnière de traditions anciennes, de pactes conclus en des temps obscurs. Le mariage avec Gabriel, ce n'est pas qu'un simple rituel de protection. Sophie s'approcha pour examiner la page. C'était une partition complexe, les notes écrites à l'encre dorée qui semblaient bouger sur la page. Des symboles anciens décoraient les marges, similaires à ceux qu'elle avait vus sur les murs de sa chambre. « C'est la seconde partie de la chanson des tisseuses », expliqua Béatrice. « La partie qui parle de la forteresse des miroirs et des patrosetum, secret qu'elle garde. Ta mère a découvert que le Conseil n'emprisonne pas seulement les tisseuses, ils les utilisent comme source d'énergie pour maintenir leur propre pouvoir. »« Comment ?» demanda Sophie, ses doigts traçant les notes dorées. « Les cristaux noirs qu'ils utilisent sont des prisons. Chacun contient l'essence d'une tisseuse capturée. Le Conseil draine leur énergie lentement, l'utilisant pour manipuler les fils de la réalité de façon qui ne devrait pas être possible. » Le cristal améthyste palpita violemment dans la poche de Sophie comme s'il répondait à la révélation. Les fils autour d'elle s'assombrirent, chargés d'une énergie ancienne et dangereuse. Mais pourquoi Gabriel? Pourquoi un mariage? Béatrice regarda autour d'elle avant de répondre à voix basse. Parce que les Montfort ne sont pas qu'une simple famille. Nous sommes les gardiens d'un secret encore plus grand. Le manoir, il est construit sur un nexus de pouvoir, un point où les fils de la réalité se concentrent. Le mariage n'est pas pour te protéger, Sophie, c'est pour ancrer ton pouvoir au nexus. Un bruit dans les ombres les fit se retourner. L'espace d'un instant, Sophie vit une silhouette encapuchonnée observer à travers l'une des hautes fenêtres. Mais quand elle cligna des yeux, elle avait disparu. « Ils sont toujours en train de surveiller, » murmura Béatrice, refermant rapidement. « Le livre? Tiens, prends ceci. » Elle retira sa propre broche, un petit cristal de citrine, et la donna à Sophie. « Elle appartenait à ta mère. Elle me l'a confiée avant de partir. Elle a dit que tu en aurais besoin quand l'heure viendrait. » Sophie accepta la broche, la sentant vibrer en harmonie avec son cristal améthyste. Ensemble, ils créaient un motif de lumière et d'ombre qui illuminait les pages du livre rouge d'une manière différente, révélant un texte caché entre les lignes de la partition. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir, » dit Béatrice, sa voix dépassant à peine un murmure. « Le Conseil n'agit pas seul. Ils ont des alliés au sein même de la famille Montfort, des personnes qui croient que le pouvoir des tisseuses doit être contrôlé quel qu'en soit le prix. » « Comment ? Puis-je savoir à qui faire confiance ? » « Observe les fils, » répondit Béatrice. « Une véritable tisseuse ne peut jamais cacher complètement la corruption dans son énergie. C'est pourquoi ta mère a laissé des indices sous des formes que seul toi pourrais suivre. Musique, symboles, reflets. Elle savait que tu hériterais non seulement de son pouvoir, mais de sa capacité à voir la vérité au-delà des illusions. » Une cloche lointaine sonna marquant minuit. Béatrice se tendit. « Tu dois retourner dans ta chambre, » dit-elle avec urgence. « Les ombres sont plus fortes à minuit, et il y a des choses qui rôdent dans les couloirs qu'il vaut mieux éviter. Prends le livre mais garde-le caché. » Et Sophie, elle hésita. « Ne fais confiance à rien de ce que tu vois dans les miroirs après minuit. Tous les reflets ne montrent pas la vérité. » Le chemin du retour vers ses appartements n'avait jamais semblé si long. Sophie serrait le livre rouge contre sa poitrine.
sentant le poids combiné du cristal améthyste et de la broche de citrine dans sa poche. Les ombres dans les couloirs semblaient plus denses, plus vivantes, et elle aurait juré entendre des murmures dans les murs. En tournant dans un couloir, elle se retrouva face à Marine, qui semblait aussi surprise qu'elle de cette rencontre. « Tu ne devrais pas te promener dans le manoir à cette heure, » dit Marine, ses yeux fixés sur le livre que Sophie portait. « Ah, surtout pas avec ça !» Avant que Sophie ne puisse répondre, un son résonna dans le manoir, des notes de piano lentes et dissonantes venant de la salle de musique au 3e étage. « Diane !» murmura Marine, son visage pâlissant. Elle essaie d'ouvrir un portail à nouveau. Un portail vers la forteresse des miroirs. Elle essaie chaque nuit depuis qu'Hélène a disparu, utilisant les mélodies anciennes pour tenter de trouver un chemin. Marine saisit le bras de Sophie. « Viens, tu dois voir cela. » Contre son meilleur jugement, Sophie suivit Marine dans l'escalier. La mélodie devenait plus claire à chaque pas. Elle était similaire à la chanson des tisseuses, mais avec des notes erronées, comme si quelqu'un essayait de forcer une serrure avec la mauvaise clé. En arrivant à la porte de la salle de musique, elles trouvèrent Diane assise au piano de cristal, ses doigts dansant sur les touches, tandis que des ombres se déplaçaient autour d'elle, comme de la fumée vivante. Sa broche d'onyx pulsait, d'une lumière noire qui semblait absorber l'obscurité plutôt que l'éclairer. « Elle ne devrait pas faire ça, » chuchota Marine. « Les portails ne peuvent pas être forcés. Chaque tentative affaiblit les barrières entre les réalités. » Sophie observa, fascinée, tandis que les ombres commençaient à prendre forme, des silhouettes spectrales dansant dans l'air, chacune faisant écho à une note différente de la mélodie torturée que jouait Diane. L'air devenait plus dense à chaque instant, chargé d'énergie ancienne et dangereuse. Soudain, le cristal améthyste et la broche de citrine dans sa poche commencèrent à vibrer à l'unisson. Sophie les sortit en tenant un dans chaque main et vit qu'ils créaient un motif de lumière entre eux, une harmonie visuelle qui contredisait la dissonance de la musique de Diane. « Ce n'est pas juste », murmura Sophie, plus pour elle-même que pour Marine. Avec un instinct qu'elle ne savait pas posséder, elle commença à fredonner la véritable chanson des tisseuses, celle qu'elle avait apprise plus tôt. L'effet fut immédiat. Les ombres dans la salle tressaillirent, et Diane cessa de jouer, se tournant brusquement vers la porte. « Que faites-vous ici » exigea-t-elle, ses yeux brillant d'une étrange lueur. « Diane », Marine fit un pas en avant. « Cela doit cesser, tu attires l'attention qu'il ne faut pas. »« Qu'il ne faut pas » Diane rit, un son amer. « Le conseil est déjà là. Ils l'ont toujours été. Pourquoi crois-tu que Théodora insiste tant sur ce mariage ?» Sophie sentit son sang se glacer. « Que veux-tu dire ?» Diane se leva du piano, les ombres se déplaçant avec elle comme un manteau vivant. « Théodora ne te protège pas, Sophie. Elle te prépare comme un sacrifice. Le nexus de pouvoir sous le manoir, il doit être nourri. Une tisseuse qui peut manipuler à la fois lumière et ombre serait une source d'énergie parfaite. »« Non, » protesta Marine. « Théodora ne ferait jamais. »« Ne ferait jamais quoi ?» coupa Diane. « Ne sacrifierait jamais l'une d'entre nous, comme elle a sacrifié Hélène ?» Sophie sentit le monde tourner autour d'elle. « Théodora, elle a eu quelque chose à voir avec la disparition de ma mère ?» Hélène a découvert la vérité, dit Diane, sa voix chargée d'amertume, sur le pacte entre les Montfort et le Conseil, sur comment, à chaque génération, une tisseuse doit être sacrifiée pour maintenir l'équilibre. Elle a essayé de l'empêcher, a tenté de nous libérer, mais un grondement soudain secoua le manoir, interrompant Diane. Les fenêtres de la salle de musique tremblèrent, et à travers elles, Sophie vit des silhouettes encapuchonnées se déplacer dans les jardins, portant des cristaux noirs qui pulsaient d'une lueur sinistre. « Ils arrivent », chuchota Diane. « Le conseil a senti ta présence, Sophie. Ton pouvoir grandit trop vite. Ils n'attendront pas jusqu'au mariage. » Marine saisit le bras de Sophie. « Nous devons t'emmener d'ici, maintenant. » Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la porte de la salle de musique s'ouvrit complètement, révélant Théodora Montfort, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. « Personne ne va nulle part, » déclara-t-elle, sa voix résonnant d'un pouvoir ancien. « Le rituel doit être accompli. L'équilibre doit être maintenu. » Sophie serra les cristaux plus fort, les sentant pulser dans ses mains. Les fils de la réalité autour d'elle commencèrent à briller plus intensément, répondant à sa compréhension croissante
et à sa peur grandissante. Le livre rouge entre ses bras semblait plus lourd, comme si les secrets qu'il contenait prenaient une substance physique. L'air dans la salle de musique crépitait d'énergie contenue, tandis que Théodora avançait, ses ombres se mêlant à celles de Diane. Marine se positionna de manière protectrice devant Sophie, sa broche de quartz rose brillant intensément. « Tu ne comprends pas, Sophie, » dit Théodora, sa voix prenant un ton presque maternel. « Le sacrifice est nécessaire. C'est ainsi que nous maintenons l'équilibre, que nous protégeons le monde du chaos que les tisseuses peuvent provoquer. »« Mensonge !» siffla Diane. « Tu sers le conseil depuis si longtemps que tu as oublié notre vraie nature. Les tisseuses n'étaient pas destinées à être des prisons ou des batteries, nous étions les gardiennes de la réalité, les protectrices de l'équilibre naturel. » Sophie tenait le cristal améthyste et la broche de citrine, les sentant pulser en harmonie, avec son cœur accéléré. Le livre rouge dans ses bras semblait vibrer d'une énergie propre, comme si les secrets dans ses pages essayaient de se libérer. « Hélène a tenté de changer les choses, » continua Théodora, faisant un pas de plus. « Elle croyait que nous pouvions briser le cycle, libérer toutes les tisseuses. Mais certaines chaînes ne doivent pas être brisées, certaines prisons sont nécessaires. » À ce moment, Sophie sentit quelque chose s'éveiller en elle, une compréhension profonde qui venait non seulement de son pouvoir, mais des souvenirs même, tissés dans les fils de la réalité. Elle voyait clairement maintenant les motifs de lumière et d'ombre qui imprégnaient le manoir, les chaînes invisibles qui emprisonnaient d'autres tisseuses dans des cristaux noirs, le nexus de pouvoir pulsant sous ses pieds comme un cœur corrompu. « Les cristaux noirs » murmura Sophie, les mots venant d'un lieu de connaissance ancestrale. Ils n'emprisonnent pas seulement les tisseuses, ils les transforment. Chaque cristal est une prison et un pont, permettant au Conseil de drainer notre pouvoir pour ses propres fins. Perspicace comme ta mère, dit Théodora, un sourire froid courbant ses lèvres. Mais la connaissance ne te sauvera pas. Le rituel doit être accompli, le nexus doit être nourri. Sophie fit un pas en avant, dépassant Marine. Où est ma mère ? La question flotta dans l'air comme une sentence, et pendant un moment, Sophie vit quelque chose vaciller dans les yeux de Théodora, de la peur peut-être, ou de la culpabilité. Hélène. Qu'en est-ce nulle part, répondit finalement Théodora. Et elle est partout. Son pouvoir soutient les barrières du manoir, maintient l'équilibre qu'elle a tant essayé de détruire. La révélation frappa Sophie comme la foudre. Sa mère n'avait pas disparu. Elle avait été transformée, son essence emprisonnée, dans les fils mêmes de la réalité qui protégeait le manoir Montfort. Le cristal améthyste et la broche de citrine dans ses mains commencèrent à briller plus intensément, répondant à sa compréhension et à sa colère croissante. Les fils de la réalité autour d'elle tremblèrent, et pour la première fois Sophie sentit qu'elle pouvait non seulement les voir, mais réellement les comprendre. C'est pour ça que les miroirs la montrent toujours, réalisa Sophie, sa voix tremblant d'émotion. C'est pour ça que je peux sentir sa présence partout. Tu l'as transformée en une prison vivante. C'était nécessaire, insista Théodora. Elle était trop puissante, savait trop, comme toi. À ce moment, un cri aigu déchira l'air. D'autres silhouettes encapuchonnées étaient apparues aux fenêtres de la salle de musique, leurs cristaux noirs pulsant d'énergie volée. L'air devint plus dense, chargé du pouvoir de dizaines de tisseuses emprisonnées. « Le conseil est ici », annonça Théodora. « Il n'y a plus de temps pour les explications. Le rituel doit avoir lieu maintenant. » Mais quelque chose avait changé en Sophie. Le pouvoir qui coulait auparavant en elle, comme un ruisseau, était maintenant un torrent. Les fils de lumière et d'ombre qui émanaient de ses mains ne faisaient plus que danser dans l'air. Ils commençaient à tisser de nouveaux motifs, modifiant la structure même de la réalité autour d'elle. « Non, » dit Sophie, sa voix chargée d'un pouvoir ancestral. « Je ne serai pas une prison de plus dans ta collection. » Le livre rouge dans ses bras s'ouvrit de lui-même, ses pages brillant d'une lumière dorée. La partition de la chanson des tisseuses commença à émettre de la musique toute seule, des notes de pur pouvoir qui faisaient trembler les fondations mêmes du manoir. Diane sourit, un sourire sauvage et satisfait. « Enfin, chuchota-t-elle, la véritable tisseuse s'éveille. » Les ombres dans la salle commencèrent à bouger comme des créatures vivantes, répondant au pouvoir combiné de Sophie et Diane.
Marine se joignit à elle, son propre pouvoir ajoutant de l'harmonie à la chanson qui remplissait maintenant l'air. Théodora fit un pas en arrière, ses yeux verts écarquillés par quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Tu ne sais pas ce que tu fais, » avertit-elle. « Certaines portes ne doivent pas être ouvertes. » Mais Sophie savait exactement ce qu'elle faisait. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir Montfort, elle voyait clairement son destin, non comme une prison à accepter, mais comme un pouvoir à libérer. Le pouvoir grandissait en Sophie comme une tempête, chaque battement de son cœur envoyant des vagues d'énergie à travers les fils de la réalité. Le cristal améthyste et la broche de citrine dans ses mains étaient devenus des points de lumière pure, leurs éclats combinés créant des motifs qu'aucune tisseuse n'avait tissés depuis des générations. Les silhouettes encapuchonnées du conseil commencèrent à entrer par la fenêtre, leurs manteaux noirs ondulant comme de la fumée vivante. Chacune portait un cristal noir qui pulsait avec l'énergie volée des tisseuses emprisonnées. « Tu peux les sentir, n'est-ce pas ?» demanda Diane, ses propres ombres dansant autour d'elle comme un bouclier. Les tisseuses emprisonnées. Elles appellent à la libération. Sophie pouvait les sentir. Chaque cristal noir était une prison de souffrance, chaque pulsation d'énergie une supplication silencieuse. Et au milieu de tout cela, tissé dans les fils mêmes qui soutenaient le manoir, se trouvait la présence de sa mère, son énergie, un chant de douleur et d'espoir. Le nexus de pouvoir sous le manoir, expliqua rapidement Marine, n'a pas besoin d'être nourri par un sacrifice. C'est le mensonge que le Conseil a répandu. Le véritable but du nexus était d'être un point d'ancrage, un lieu où les tisseuses pouvaient s'unir pour maintenir l'équilibre naturel de la réalité. Théodora leva les mains, et des chaînes d'énergie sombre émergèrent du sol, tentant d'envelopper Sophie. « Tu ne comprends pas le chaos que tu vas libérer. Le pouvoir doit être contenu, contrôlé. » Mais Sophie était fatiguée de la contention et du contrôle. D'un mouvement instinctif, elle combina le pouvoir des deux cristaux dans ses mains, créant une harmonie qui fit vibrer l'air même. La chanson des tisseuses coulait à travers elle, non plus comme une mélodie, mais comme un pouvoir vivant. « Je comprends mieux que tu ne l'imagines, » répondit Sophie, sa voix chargée du pouvoir de génération de tisseuses. « Je comprends que tu as trahi notre véritable objectif. Nous ne devrions pas être des prisons ou des batteries, nous sommes les tisseuses de la réalité même. » Les évés, fils de lumière et d'ombre qui émanaient d'elles, commencèrent à s'entrelacer avec les motifs corrompus qui remplissèrent la salle. Là où ils se touchaient, la corruption se dissolvait, révélant la vraie nature des fils de la réalité, non pas des chaînes d'emprisonnement, mais des lignes de connexion et d'harmonie. Les silhouettes du conseil avancèrent, leurs cristaux noirs brandis comme des armes. Mais quelque chose était différent. Les cristaux commençaient à résonner avec la chanson que Sophie tissait, leur surface sombre se fissurant sous la pression d'un pouvoir plus ancien et plus vrai. « Les cristaux » murmura Diane avec admiration. « Tu les purifies, c'était vrai. » Chaque note de la chanson des tisseuses que Sophie entonnait causait plus de fissures dans les cristaux noirs. Des lumières de différentes couleurs commençaient à s'échapper par les fissures, les essences des tisseuses emprisonnées répondant à l'appel de libération. Théodora cria un ordre dans une langue ancienne, et plus de silhouettes du Tsuzusa conseil surgirent des ombres. Mais maintenant Sophie pouvait voir à travers leur déguisement. Ce n'étaient pas des êtres d'ombre, mais d'anciens chevaliers qui avaient trahi leur serment, utilisant une magie corrompue pour se maintenir, en vie à travers les siècles. « Tu ne peux pas défaire des siècles d'ordre !» s'écria Théodora, sa propre énergie commençant à montrer des signes de corruption, des filles sombres qui tachaient en son pouvoir comme de l'encre dans de l'eau claire. « Ce n'est pas de l'ordre, » répondit Sophie, continuant à tisser son pouvoir à travers la réalité. « C'est de l'emprisonnement. Et il est temps de briser ces chaînes. » Le livre rouge dans ses bras s'ouvrit complètement, ses pages brillant d'une lumière dorée. La partition complète de la chanson des tisseuses se révéla, pas seulement de la musique, mais une carte pour la libération, un guide pour restaurer le véritable équilibre. Diane et Marine se positionnèrent aux côtés de Sophie, leurs énergies s'unissant à la sienne. Au centre du trio, les fils de réalité commencèrent à se réorganiser, créant un nouveau motif qui se répandait comme des ondes sur un lac. « Les portails », chuchota Marine avec admiration. « Ils s'ouvrent naturellement. »
C'était vrai. Dans chaque miroir de la salle, les reflets commençaient à changer, révélant des aperçus d'autres lieux, d'autres réalités. Et dans chacun d'eux, Sophie pouvait voir plus de tisseuses emprisonnées, leurs énergies pulsant en réponse au chant de libération. Les silhouettes du conseil reculèrent, leurs cristaux noirs continuant à se fissurer sous la pression du pouvoir purificateur. Théodora regarda autour d'elle avec désespoir, voyant son contrôle se défaire fil par fil. « Tu ne sais pas ce que tu fais », tenta-t-elle une dernière fois. « Le chaos que tu vas libérer ?»« Ce n'est pas le chaos », interrompit Sophie, sa voix résonnant avec le pouvoir de toutes les tisseuses, passées et présentes. « C'est la liberté, et il est temps que les tisseuses soient libres à nouveau. » Sur ces mots, elle leva les cristaux dans ses mains, laissant son pouvoir couler. Librement pour la première fois, la chanson des tisseuses atteignit un crescendo, et pendant un moment glorieux, chaque fil de la réalité brilla d'une lumière pure, révélant la vraie nature du monde, non pas un lieu de prison et de contrôle, mais une toile infinie de connexions et de possibilités. La salle de musique du manoir Montfort s'était transformée en un champ de bataille de lumière et d'ombre. Les cristaux noirs du conseil continuaient à se fissurer, libérant des explosions d'énergie colorée, les essences des tisseuses emprisonnées trouvant enfin la liberté. « Les barrières tombent !» cria Marine, son pouvoir s'ajoutant à celui de Sophie. Le Nexus répond. C'était vrai. Le pouvoir ancestral sous le manoir pulsait comme un cœur s'éveillant, ses fils d'énergie se purifiant à mesure que la corruption était nettoyée. Chaque battement envoyait des vagues d'énergie pure à travers la structure de la réalité, faisant trembler les fondations mêmes du manoir. « Les miroirs !» avertit Diane, pointant vers les surfaces réfléchissantes qui couvraient les murs. Dans chacun d'eux, des images différentes commençaient à se former. D'autres manoirs, d'autres prisons où des tisseuses étaient maintenues captives, toutes connectées à travers le réseau corrompu du conseil. Sophie pouvait sentir chacune d'elles maintenant, leurs énergies résonnant avec la chanson des tisseuses qui coulait à travers elles. Le cristal améthyste et la broche de citrine dans ses mains étaient devenus des conducteurs purs de pouvoir, canalisant non seulement sa propre énergie, mais la force combinée de générations de tisseuses. « Tu dois arrêter, Théodora », avança sa propre énergie maintenant visiblement entachée par la corruption. « L'équilibre, le véritable équilibre, » interrompit Sophie, sa voix portant l'écho de centaines de tisseuses, « n'a jamais eu besoin de prison. Tu as oublié notre vrai but, Théodora. Nous ne contrôlons pas la réalité. Nous dansons avec elle. » Sur ces mots, Sophie commença à tisser un nouveau motif dans l'air. Ce n'était plus seulement de la lumière ou de l'ombre, mais une combinaison, harmonieuse des deux. Les fils de la réalité répondaient à son toucher comme s'ils avaient attendu ce moment depuis des siècles. Les silhouettes du conseil tentèrent de réagir, brandissant leurs cristaux noirs dans un dernier effort pour maintenir le contrôle. Mais il était trop tard. La corruption qu'ils avaient utilisée pour maintenir leur pouvoir était en train d'être défaite, révélant leur véritable forme. Des hommes et des femmes anciens, leurs visages marqués par le poids des siècles de trahison. « Les chevaliers déchus », murmura Diane avec mépris, « ceux qui devaient nous protéger, mais qui ont choisi de nous emprisonner. » Sophie poursuivit son tissage, chaque mouvement de ses mains altérant davantage la réalité autour d'elle. Le livre rouge flottait devant elle, ses pages tournant, d'elle-même révélant plus de l'ancienne chanson des tisseuses, pas seulement une musique, mais une carte pour la restauration de l'équilibre naturel. Et puis, elle la sentit, une présence familière, plus forte que toutes les autres. Les fils qui formaient les murs même du manoir commencèrent à pulser d'une lumière violette, et la voix d'Hélène Montfort résonna à travers la réalité. « Maintenant, ma fille, le motif final. » Sophie savait exactement quoi faire. D'un mouvement fluide, elle combina le pouvoir des deux cristaux dans ses mains, créant une harmonie qui fit sembler le temps lui-même s'arrêter. La chanson des tisseuses atteignit une note impossible, une fréquence qui résonnait avec la structure même de la réalité. Les miroirs sur les murs explosèrent en lumière, chaque fragment révélant un aperçu d'une autre prison, un autre lieu où des tisseuses étaient retenues captives. Et à travers chaque fragment, le pouvoir purificateur de Sophie coulait comme de l'eau cristalline, nettoyant des siècles de corruption. Les tisseuses, halta Marine, observant émerveillées. Elles s'éveillent, toutes,
C'était un spectacle, de lumière et de pouvoir. Partout, des cristaux noirs se brisaient, libérant les essences emprisonnées des tisseuses. Chaque libération ajoutait plus de pouvoir à la chanson de Sophie, créant une symphonie d'énergie qui faisait chanter la réalité même en réponse. Les membres du conseil chancelèrent en arrière, leurs manteaux d'ombre se dissolvant pour révéler des anciens effrayés, leur pouvoir artificiel finalement épuisé. Théodora tomba à genoux, observant avec horreur tandis que des siècles de contrôle se défaisaient sous ses yeux. « Qu'as-tu fait » murmura-t-elle. « Ce qui aurait dû être fait il y a longtemps, » répondit Sophie, sa voix mêlée à celle de sa mère et de centaines d'autres tisseuses. « J'ai restauré le véritable équilibre. » Le nexus de pouvoir sous le manoir palpita une dernière fois, puis transformation. Les fils corrompus qui avaient maintenu les tisseuses prisonnières depuis si longtemps se dissolvèrent complètement, remplacés par de nouveaux motifs de lumière pure. Le manoir Montfort lui-même semblait respirer, comme si un poids immense avait été retiré de ses fondations. Et au centre de tout, Sophie continuait à tisser, ses doigts dansant à travers les fils de la réalité, comme si elle l'avait fait pendant 1000 vies. Parce que, d'une certaine façon, c'était le cas. Chaque tisseuse libérée ajoutait ses souvenirs et ses connaissances au motif, créant quelque chose d'entièrement nouveau et d'ancestral en même temps. La transformation était presque complète, mais que restait encore un dernier fil à tisser, une dernière prison à ouvrir. Sophie pouvait sentir sa mère, non plus une présence distante, mais une force vivante dans les fils mêmes de la réalité. Il était temps de ramener Hélène Montfort dans le monde physique. Le manoir Montfort pulsait d'énergie pure, chaque pièce brillant de la lumière combinée de centaines de tisseuses nouvellement libérées. Dans la salle de musique, Sophie gardait son attention fixée sur le dernier et plus important acte de son tissage, ramener sa mère de la prison éthérée où elle avait été maintenue. Les motifs, instruisit Diane, ses propres ombres dansant, en harmonie avec la lumière de Sophie. Tu dois trouver où les fils de la réalité ont été tordus pour l'emprisonner. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et indiquer dans les commentaires d'où vous nous regardez. Sophie ferma les yeux, laissant sa conscience s'étendre à travers les fils purifiés qui remplissaient maintenant le manoir. Elle pouvait sentir la présence de sa mère dans chacun d'eux, non plus une prisonnière, mais une force consciente, attendant le bon moment pour revenir. « Maman » appela Sophie, non pas avec sa voix, mais avec son pouvoir. « Montre-moi le chemin. » Le livre rouge flotta devant elle, ses pages tournant jusqu'à révéler un motif que Sophie n'avait jamais vu auparavant, un tissage complexe qui montrait comment une tisseuse pouvait être transformée en énergie pure. Et plus important encore, comment ce processus pouvait être inversé. Marine et Diane se positionnèrent à ses côtés, leur pouvoir s'unissant au sien en un trio harmonieux. Ensemble, elles commencèrent à tisser le motif qui ramènerait « Hélène, chaque mouvement précis et délibéré. » Non. Théodora tenta d'interférer une dernière fois, mais elle était trop affaiblie, sa propre énergie corrompue maintenant purifiée et diminuée. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Certaines transformations ne peuvent pas être défaites. Tu te trompes, répondit Sophie sans détourner son attention du travail délicat qu'elle accomplissait. Une véritable tisseuse sait que tout peut être transformé. C'est ainsi que nous maintenons l'équilibre, non par des prisons mais par le changement et le renouvellement. Les fils de lumière et d'ombre dansaient sous son commandement, formant un motif de plus en plus complexe au centre de la salle. À travers les miroirs brisés, Sophie pouvait voir d'autres tisseuses en d'autres lieux, toutes tissant ensemble, leurs énergies combinées créant un réseau de pouvoir qui traversait les barrières mêmes de la réalité. Et puis, mouvement. Au centre du motif que Sophie tissait, les fils commencèrent à se condenser, prenant une forme physique. D'abord juste un contour de lumière, puis des couleurs, de la substance, de la vie. Hélène Montfort se matérialisait graduellement, chaque fil de son existence étant soigneusement retissé par sa fille. L'amour, murmura Marine avec admiration, est le motif le plus puissant de tous. Avec un dernier flash de lumière violette, la transformation fut complète. Hélène Montfort était de retour dans le monde physique, ses yeux brillants du même pouvoir que Sophie maîtrisait maintenant. « Naimaches, fille, sourit-elle, tendant les bras. Tu as fait plus que simplement me libérer.
Tu as libéré chacune d'entre nous. » Sophie courut dans les bras de sa mère, 15 ans de manque se dissolvant en une seule étreinte. Les larmes qui coulèrent sur son visage brillaient d'une lumière, propre chaque goutte un petit cristal de pouvoir pur. « Comment savais-tu » demanda Sophie. « Comment savais-tu que j'en serais capable ?» Hélène prit le visage de sa fille entre ses mains. « Parce que tu es plus qu'une simple tisseuse, Sophie. Tu es le pont entre l'ancien et le nouveau, entre lumière et ombre. Tu es la preuve vivante que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de l'harmonie. » Autour d'elle, le manoir Montfort continuait sa transformation. Les murs qui emprisonnaient autrefois chantaient maintenant de liberté, chaque pièce un reflet du nouvel équilibre qui avait été établi. Diane et Marine s'approchèrent, suivies par Béatrice, qui était apparue dans l'un des portails. Claire et Isabelle apparurent peu après, leurs énergies maintenant libres de l'influence contrôlante de Théodora. « Le conseil est fini », annonça Diane. « Partout dans le monde, les tisseuses s'éveillent, se rappelant qui elles sont vraiment. »« Et Théodora » demanda Sophie, remarquant que l'ancienne matriarche avait disparu pendant la transformation. « Elle a choisi son chemin il y a longtemps, » répondit doucement Hélène. « Certains doivent se perdre complètement avant de pouvoir être retrouvés. Peut-être qu'un jour elle aussi trouvera le chemin de retour vers la lumière. » Sophie regarda autour de la salle de musique transformée, vers les visages des femmes qui étaient devenues sa famille, vers les fils de réalité qui dansaient, maintenant librement dans l'air. Le pouvoir qui coulait à travers elle ne semblait plus étrange ou effrayant. Il faisait partie d'elle, comme il aurait toujours dû l'être. « Et maintenant » demanda-t-elle, tenant toujours la main de sa mère. Hélène sourit, un sourire qui contenait toute la sagesse et l'amour du monde. « Maintenant, ma chérie, nous commençons à tisser un nouveau futur, non plus seuls, mais ensemble, comme cela aurait toujours dû être. » Les premiers rayons du soleil levant traversèrent les fenêtres de la salle de musique, créant des arcs-en-ciel dans les fragments des miroirs brisés. C'était un nouveau jour, pas seulement pour Sophie et sa mère, mais pour toutes les tisseuses. Un jour de liberté, de pouvoir véritable, d'équilibre restauré. Et dans les fils de la réalité qui dansaient autour d'elle, Sophie pouvait voir les premiers motifs de ce nouveau futur commencer à se former, brillant, libre et plein, de possibilités infinies. Dans les jours qui suivirent la grande libération, le manoir Montfort se transforma en un centre de renouveau et d'apprentissage. Les anciennes salles qui gardaient autrefois des secrets sombres débordaient maintenant de lumière et de vie, tandis que des tisseuses du monde entier arrivaient en quête d'orientation et de connaissances. Sophie marchait dans les couloirs, transformée aux côtés de sa mère, observant comment chaque espace avait été réaffecté. La bibliothèque, autrefois un labyrinthe de connaissances interdites, était maintenant une archive ouverte où de jeunes tisseuses étudiaient librement les textes anciens. « C'est incroyable comme tout a changé », commenta Sophie, s'arrêtant devant une fenêtre pour observer le jardin, où un groupe de tisseuses nouvellement éveillées pratiquaient leur pouvoir sous la direction de Diane et Marine. « Le changement a toujours été notre véritable pouvoir », répondit Hélène, son sourire reflétant la lumière du soleil matinal. « Pas la capacité de contrôler la réalité, mais de l'aider à couler dans son cours naturel. » Dans la salle de musique, maintenant restaurée et agrandie, Claire enseignait les harmonies ancestrales à un groupe diversifié de tisseuses. Les mélodies qui servaient autrefois à ouvrir des portails forcés servaient maintenant de pont de communication entre différentes communautés de gardiennes. « Et les chevaliers » demanda Sophie, se souvenant des anciens membres du conseil. « Que leur est-il arrivé ?»« Ceux qui ont survécu à la transformation sont sous les soins de Béatrice » expliqua Hélène. « Elle a découvert que même la corruption la plus profonde peut être purifiée avec le temps et le dévouement approprié. Certains ont déjà commencé à se rappeler leur véritable objectif en tant que protecteurs. Elles arrivèrent au Salon des Reflets, maintenant très différent de ce qu'il était avant. Les miroirs brisés avaient été remplacés par de nouvelles surfaces cristallines qui n'emprisonnaient plus, mais connectaient. À travers eux, Sophie pouvait voir d'autres, manoirs et sanctuaires autour du monde, tous pulsant avec la même énergie renouvelée. Et Théodora. Sophie hésita avant de demander. L'ancienne matriarche n'avait pas été vue depuis la nuit de la transformation. Hélène soupira doucement. Elle a choisi de s'isoler dans l'un des anciens sanctuaires dans les montagnes.
Isabelle est avec elle, l'aidant à affronter des siècles de choix difficiles. La guérison prend du temps, particulièrement pour ceux qui ont porté le poids du contrôle pendant si longtemps. Au centre du salon, un nouveau miroir particulièrement grand avait été installé. Sa surface ne montrait pas de reflets, mais les fils mêmes de la réalité, une toile infinie de connexions qui liait toutes les choses vivantes. « Voici le miroir de la vérité », expliqua Hélène. « Non plus un outil de surveillance, mais un rappel constant de notre vraie nature. Chaque fil que tu vois est une connexion, une possibilité, une histoire attendant d'être tissée. » Sophie s'approcha du miroir, observant comment les fils répondaient à sa présence, dansant et se réorganisant en motifs toujours plus complexes. Est-ce pour cela que le Conseil nous craignait tant? Parce que nous pouvions voir ces connexions? Il nous craignait parce qu'il ne pouvait pas nous contrôler, répondit Hélène. Le véritable pouvoir d'une tisseuse ne vient pas de la capacité à manipuler la réalité, mais à la comprendre profondément et à travailler en harmonie avec elle. À ce moment, Béatrice entra dans le salon, ses yeux brillants d'excitation. « Vous devez voir ça », annonça-t-elle. « Les enfants, cela se produit naturellement chez eux. » Hélène et Sophie suivirent Béatrice jusqu'au jardin, où une scène extraordinaire se déroulait. Un groupe de jeunes enfants, fils et filles des tisseuses qui avaient cherché refuge au manoir, jouaient avec les fils de la réalité comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Leur rire faisait danser la lumière même, créant des motifs de pure joie dans l'air. « C'est ainsi que cela aurait toujours dû être, » murmura Hélène, les yeux embués. « Le pouvoir coulant librement, transmis de génération en génération sans peur ni restriction. » Sophie observa les enfants jouer, se souvenant de ses propres élèves à l'école arc-en-ciel. « Ils n'auront jamais besoin de cacher qui ils sont, » réalisa-t-elle. « Ils n'auront jamais à craindre leur propre pouvoir. » « Et cela, dit Hélène, embrassant sa fille, est le plus grand cadeau que tu nous as fait. Pas seulement la liberté, mais la possibilité d'un avenir où notre don est célébré, non craint. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs qui semblait répondre à l'énergie renouvelée qui imprégnait le lieu. Dans la toile de fils que Sophie pouvait maintenant voir clairement, chaque vie brillait de son propre objectif, chaque connexion chantait sa propre mélodie. Le manoir Montfort n'était plus une prison ou une forteresse. Il était devenu un phare, un lieu de rencontre et de renouveau pour toutes les tisseuses qui cherchaient à comprendre leur place dans le grand motif de la réalité. Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons apporter des histoires qui touchent votre cœur. Laissez votre nom dans les commentaires et nous pourrons l'inclure dans l'une de nos prochaines histoires avec un salut spécial rien que pour vous.